Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver avec Nicolas aujourd'hui pour ce webinaire sur les 10 indicateurs RH clés pour piloter vos formations. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS depuis 2 ans maintenant. Et donc, je suis avec Nicolas Ercolano. Nicolas, je te laisse te présenter peut-être. Bien sûr, merci Géraldine. Bonjour à tous et à toutes. Nicolas Ercolano, moi je suis chef de produit chez Graphic depuis maintenant 1 an et demi et je laisse Géraldine présenter la suite. Alors, je vais commencer par juste présenter les règles du jeu avant de rentrer dans le sujet. Alors, comme vous pouvez le constater sur votre écran, en bas à droite, vous avez 2 petits onglets, un onglet questions et un onglet chat. Le chat, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Vous pouvez envoyer des smileys, etc., etc. Essayez quand même de garder l'onglet questions pour poser vos questions. Pour nous, c'est quand même plus facile de les gérer et du coup, je les ferai remonter à Nicolas pendant la présentation. D'ailleurs, Nicolas aussi aura quelques sondages. Je crois qu'il y a 2 sondages pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas à y répondre, c'est toujours plus sympa. On va rentrer dans le vif du sujet avec juste une petite présentation de QuickMS avant de rentrer dans le vif du sujet des 10 indicateurs RH. Nicolas, je te laisse partager ton écran et du coup, vous pouvez nous dire aussi si vous voyez bien la présentation qui s'affiche sur vos écrans. Alors, moi, je la vois. Je pense que vous la voyez tous aussi. Alors, pour commencer, QuickMS, donc, on est une scale-up, on a impec. Bon, bah, parfait. On a été créé en 2018. On est un logiciel, on est un éditeur de logiciels RH. Aujourd'hui, on compte 45 collaborateurs. Et notre mission au quotidien, c'est d'améliorer le dialogue en entreprise et de vous faciliter la tâche et d'être votre meilleur assistant. Et pour ce faire, nous avons donc 2 outils. L'outil historique de QuickMS qui est Graphic. Et avec Graphic, en fait, notre objectif, c'est d'aider les décideurs RH, donc vous aider à piloter votre performance. Et donc, Graphic automatise le pilotage de vos ressources humaines et la production de vos rapports légaux comme la BDESE, l'index homme-femme, etc., etc. Et notre deuxième outil, qui est notre People Management System et qui s'appelle Crew, et qui permet d'améliorer le dialogue entre les RH, les managers et les collaborateurs. Avec Crew, en fait, vous pouvez digitaliser vos entretiens, donc vos entretiens professionnels, annuels, etc., etc. Vous pouvez faire remonter des besoins de formation, mettre en place du feedback dans votre entreprise. Et en gros, dans les grandes lignes, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, on vous enverra la présentation plus tard. Donc voilà, donc je vais laisser Nicolas faire sa petite présentation sur les indicateurs pour piloter votre plan de formation. Nicolas, je te laisse la main maintenant. Merci Géraldine. Très bien. On va effectivement rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour le webinaire sur les 10 indicateurs de suivi de votre plan de formation. Alors, on parle de plan de formation parce que on va avoir des indicateurs qui vont porter sur 2 parties essentiellement. D'une part, sur la création du plan de formation, donc de sa préparation jusqu'à sa finalisation, et des indicateurs qui vont porter sur le suivi du plan de formation, son avancée, on le met en œuvre et on regarde ce qui se passe dans sa réalisation. Évidemment, entre le plan et la réalisation, il va y avoir des écarts. On va voir ça ensemble. Avant de se lancer à proprement parler sur les indicateurs, je vous propose un petit sondage. Donc on va vous demander dans l'onglet sondage de répondre à la question suivante. Quel outil utilisez-vous pour suivre votre formation? Donc ça nous intéresse de savoir déjà aujourd'hui quels outils vous utilisez. Il y a une option aussi de pas d'outils, donc ça veut dire pas de suivi non plus, a priori, puisque à la main, sur papier crayon, je pense qu'on ne va pas y arriver à grand-chose. Donc je vous laisse répondre dans l'onglet sondage et puis on vous laisse quelques secondes pour répondre. Pardon, je suis juste en train de répondre. Je suis juste en train de leur indiquer où se trouve l'onglet Okay. sondage. Donc, c'est bien à gauche de l'onglet questions. Donc, les gens commencent à répondre et on est pour l'instant à 100% sur du Excel. Ok. Bon, ça, c'est pas une surprise. C'est quand même l'outil qui est utilisé la plupart du temps pour suivre parce que
déjà, alors il existe des outils, hein, SIRH, gestion de la formation, qui représentent un certain budget, donc c'est pas toujours évident de s'équiper là-dessus. Et qui en plus nécessite de rentrer un petit peu dans la logique de l'outil. Donc, voilà. Donc après, effectivement, Excel, l'avantage, c'est que vous faites ça un peu comme vous voulez. On peut en plus se servir d'outils tiers pour alimenter le fichier par ailleurs, donc, pour avoir un bon suivi. Très bien. Il y a d'autres réponses qui sont arrivées en cours de route ou... Oui, il y en a toujours une. 100%. Non, il y en a une où c'était un logiciel dédié formation. Voilà, bon, ça, effectivement, c'est l'idéal. Quand on peut le faire, ça peut être pas mal. On va voir notamment pour pouvoir après avoir des indicateurs. Alors, voilà les indicateurs qu'on va vous proposer. On va commencer par un indicateur assez simple, le nombre d'inscriptions, le suivi du nombre d'inscriptions ou de souhaits qu'on va comparer avec le nombre de salariés. Et c'est important quand vous avez fait votre plan pour les souhaits et après la réalisation du plan pour les inscriptions, donc de comparer en fait, vous avez fait votre campagne de préparation de votre plan de formation, vous avez fait de la publicité probablement pour inciter vos managers à en parler, inciter vos salariés à exprimer leurs souhaits. Après, derrière, il faut regarder un petit peu ce que ça donne et comparer aussi, donc comparer au nombre de salariés, c'est ce que propose cet indicateur. Vous pouvez aussi vérifier ce qui s'est passé dans votre historique pour voir quel taux vous atteignez en général et comparer par rapport à ce que vous atteignez là et voir s'il faut encore mettre un coup de boost sur la communication sur ce sujet ou pas. Donc ça, c'est pour les souhaits de formation. Et pour les inscriptions, ça va être plus sur la réalisation de votre plan. Et là, par contre, on va regarder les inscriptions versus le nombre de salariés. Normalement, s'il n'y a pas trop de surprises, on doit rester assez proche de ce qu'on avait dans les souhaits. Est-ce qu'on a des questions, Géraldine? Non, pas de questions pour l'instant. Je pense que tu peux continuer. Ok. Alors, pour ce deuxième indicateur, on va parler du taux de remplissage des sessions. Alors ça va être intéressant uniquement pour vos sessions en intra ou en interne. En intra ou en interne, parce que ça n'a pas trop d'intérêt de suivre le remplissage des sessions en inter-entreprise, parce qu'en inter-entreprise, vous allez payer à la place. Donc, votre personne, elle va y aller, pas y aller. Bon, ça, on peut le regarder par ailleurs, mais que la session se remplisse ou pas, pour vous, ça n'a aucun impact. Par contre, quand on est sur des formations internes, donc en intra-entreprise, c'est-à-dire au moment où vous allez faire venir un expert, un formateur dans votre entreprise pour dispenser une formation avec, par exemple, 10 sièges, ou si c'est un salarié de l'entreprise qui prend son temps pour former ses collègues. Dans les deux cas, si jamais il y avait 10 places et qu'il n'y en a que 3 qui viennent, vous perdez de l'argent. Concrètement, vous avez soit perdu de l'argent directement, parce que vous avez payé un formateur pour un nombre d'apprenants trop faible, soit vous avez mobilisé un salarié, donc son temps et donc son salaire, pareil, pour un nombre d'apprenants trop faible par rapport à ce qu'il aurait pu être. Ce qu'il aurait dû être d'ailleurs. Donc voilà, donc le taux de remplissage des sessions, c'est important de le mesurer pour ces cas-là. Et de vraiment vérifier si les personnes ne sont pas venues, pourquoi elles ne sont pas venues, d'adresser les problèmes aussi de planification s'il y en a eu. Il ne faut pas laisser juste planifier les sessions et puis attendre que ça se passe. Il faut vraiment regarder cet indicateur de près et tout au long de l'année. Ok. Ça semble clair parce qu'on n'a pas de questions, donc je pense que tu peux continuer. Très bien. On va parler maintenant d'une problématique. Alors ça, c'est une problématique que je connais bien, donc je vais vous apporter ça plus sous forme de témoignage, puisqu'on a ici un tableau de bord qui est utilisé qui était utilisé, je ne sais pas s'il est toujours utilisé, dans mon ancienne entreprise, mon entreprise précédente. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise du maritime.
Et cette entreprise du maritime, en fait, dans le maritime, il y a un très grand nombre de formations obligatoires qui s'appliquent aux marins. C'est une profession très réglementée, un peu comme l'aérien, en fait, si vous voulez comparer. À un moindre degré, mais en tout cas où il y a un certain nombre de qualifications que les marins, de certifications que les marins doivent valider et revalider très régulièrement, tous les 5 ans, pour pouvoir naviguer. Et donc, ce tableau de bord pour les formations obligatoires, c'est important d'avoir ce type de tableau de bord pour suivre ces qualifications. Donc là, on est sur les colonnes représentent des familles de qualifications. Alors, je vais voir si je peux utiliser le pointeur. Voilà, donc là, on a les colonnes qui représentent des familles de qualifications ou là, ici, c'est le certificat médical. Et l'objectif, en fait, on va placer ce tableau de bord, on va le mesurer à J plus 1 mois, à plus 3 mois, éventuellement à plus 6 mois, pour regarder, en fait, le taux de conformité des certificats des marins. Et si on est à 100%, c'est qu'on est bon, hein. Donc tous les marins qui sont planifiés à bord sur la période vont être certifiés, donc j'ai rien à faire. Si on est un peu en dessous, j'ai des formations à planifier. Mais bon, ça reste raisonnable. Et après, quand on va arriver sur du orange ou du rouge, là, on est sur des taux qui sont très bas, donc il va y avoir un grand nombre de formations à planifier dans un temps très court. Potentiellement, donc là, il faut s'alarmer, aller s'adresser aux différents ship managers, donc les armateurs, hein, ça c'est les armateurs du groupe, pour aller mettre en place un plan pour remédier à la situation. Voilà, donc, puisque là, on n'est plus sur je dois faire quelques inscriptions pour revalider les formations. On est sur carrément, je vais envoyer pas mal de marins en revalidation, avec potentiellement des problèmes à retrouver des fournisseurs pour ces formations et des places. Alors, par rapport à ce type de formation, on a également une question à vous poser donc, dans les sondages. Donc, j'aimerais bien savoir si, de votre côté, vous avez aussi des formations obligatoires. Donc, dans votre métier, donc, soit des formations obligatoires à la marge, hein, qui vont concerner quelques salariés, soit des formations obligatoires qui vont être vraiment dans votre core business. Justement, on parlait de l'aérien, par exemple, où là, il y a énormément de formations obligatoires. Alors là, on est vraiment sur moitié-moitié. C'est à 50% oui, non. Ah, le non a pris le dessus sur le oui. D'accord. Bon, voilà, nous, chez QuickMS, on n'a pas vraiment de formation obligatoire. Hein, on n'est pas trop concernés. Voilà, donc on a quelques domaines dans lesquels on doit faire des audits, des choses comme ça, mais on peut passer en externe. Les formations obligatoires ne nous concernent pas directement. Mais effectivement, c'est intéressant de voir, ça concerne quand même pas mal de monde. Hein. Déjà sur les précédentes versions de ce webinaire, on avait effectivement à chaque fois au moins un quart, un tiers des répondants qui avaient des formations obligatoires dans leur business, et ça demande un suivi dédié parce qu'évidemment, les personnes ne peuvent plus exercer leur métier si elles sont plus certifiées. Écoute, ça semble clair parce qu'on n'a pas de questions qui sont remontées. Ok, allez, on va passer à la suite. On va passer là, ici, un indicateur qu'on va aussi pouvoir mesurer à la fois en amont de la réalisation du plan, donc lors de la finalisation du plan, plus exactement, et qu'on va pouvoir aussi mesurer lors de la réalisation du plan de formation. C'est le taux d'investissement. Alors ici, il est décliné, on peut le décliner par statut conventionnel, mais on peut le faire de manière globale aussi. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la masse salariale brute, et ensuite, on va compter tous les coûts. Donc, ici, donc, on prend la masse salariale brute, les coûts, c'est-à-dire les frais pédagogiques, le CPF mobilisé, les salaires chargés, les frais annexes, les autres financements. Donc, on arrive ici à un total de coûts formation.
Alors, il faut faire attention. Lorsqu'on a fait le calcul ici, il y a eu un petit problème. Donc, si faites pas l'addition faites pas le calcul parce qu'on n'est pas rigoureusement exact. Donc voilà, on arrive au total coût de formation et en fait, on va ramener ce total des coûts on va faire un ratio avec la masse salariale brute et ça vous donne un taux d'investissement. Voilà, donc ça, c'est d'un point de vue financier, quel pourcentage de la masse salariale brute je consacre à la formation. Alors, il faut savoir du coup qu'on peut faire ça en amont du plan. Et après, on peut faire du réalisé. Quand on va faire du réalisé, du coup, on va avoir... normalement, on doit arriver à peu près au même ratio. Normalement, on va être un petit peu plus bas. Puisqu'on peut avoir des annulations, de l'absentéisme, des choses qui vont faire que finalement, on n'a pas dépensé autant que prévu dans notre plan de formation. Ok. Ensuite, vous pouvez on va passer justement au nombre d'heures de formation. Cette fois, on va regarder non pas l'aspect financier, mais on va regarder la réalisation de plan de formation d'un point de vue heures de formation. Alors, ce qui est intéressant ici, on va regarder le nombre d'heures, mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de faire un ratio avec le nombre d'heures travaillées. Et ici, en fait, on a la possibilité de faire ce ratio-là, et en fait, on se rend compte quand on fait le total d'heures d'un salarié à temps plein, 35 heures, on arrive à 1645 heures par an. Donc, quelqu'un qui fait une journée de formation, donc on ramène ça en général à 7 heures, ça revient à peine 0,4% de son temps. Donc, c'est très peu, c'est très faible. Et moi, j'aime bien comparer ça avec le joueur de foot. Le joueur de foot pro, il s'entraîne 2 heures par jour. Et il va réellement exécuter pendant 1h30 le week-end. Donc, si on fait un ratio, il va faire 10 heures d'entraînement pendant la semaine. Pour 1h30 le week-end, on arrive à un ratio qui est autour de 90%, qui est à plus de 90%, versus les 0,4%. Alors évidemment, c'est un cas extrême, mais l'idée, c'est quand même que 0,4%, c'est très faible et qu'on doit proposer plus pour attendre de bonnes performances des salariés. Voilà, donc on n'est pas dans... C'est pour donner des ordres de grandeur, et là on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus. Alors pour se matérialiser un petit peu ce ratio, on peut aussi regarder en fait cet indicateur, donc où on regarde le nombre d'heures de formation reçues et le nombre d'heures travaillées. Donc là, évidemment, on n'a pas pris un cas au hasard, on a pris justement un cas qui est autour des 0,4%, où on arrive sur on représente les deux, on n'arrive même pas à voir l'épaisseur du trait sur le nombre d'heures de formation réalisées. Quand on regarde de 38 000 heures, on ne se représente pas forcément trop les choses. Par contre, quand on compare avec le nombre d'heures travaillées, tout de suite, on se dit oui, effectivement, 38 000 heures, c'est pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. On n'a pas de remontée pour l'instant de questions, donc ça doit être super clair ce que tu racontes. Alors, c'est 0,2% là, ici, le ratio. J'avais pas fait le calcul quand on a fait le présent, là. 0,2%, donc là, on est vraiment très bas. Donc, ça représente du coup moins d'une journée par an. C'est une demi-journée par an pour chaque salarié. Alors là, on faisait, quand je disais 0,2%, c'est une demi-journée par an pour chaque salarié. On se doute bien que dans l'exemple précédent, tout le monde n'était pas formé, justement. Là, est-ce que tout le monde accède à une formation ? Le pourcentage de salariés formés, évidemment, ça, il faut fixer une période pour faire ce pourcentage-là. En général, on regarde ça sur une période d'au moins 1 an. Autour d'1 an, c'est bien même la bonne période. Quand on va au mois ou au trimestre, c'est souvent plus compliqué parce que on ne va pas forcément avoir des formations tous les trimestres. Si vous regardez sur 1 an, normalement, là, on devrait avoir un nombre d'employés assez élevé et significatif. Donc là, dans l'exemple, c'est un autre exemple de ratio. Dans l'exemple qu'on a là, on se rend compte que le pourcentage d'employés formés, il est quand même assez bas aussi. C'est-à-dire qu'on a une très faible couverture sur la période en question. Donc là, en fonction de la période qui est concernée, ça peut être considéré comme faible ou pas.
Mais sur un an, ça serait quand même assez faible. Et il faut regarder ça, c'est la couverture un petit peu de votre plan de formation et voir si vous ne laissez pas trop de monde sur le bord de la route. Alors ça, c'est une façon de le regarder. Sur une période à l'échelle de votre entreprise, à nouveau. On va regarder tout à l'heure, on va regarder un autre indicateur qui va nous permettre de regarder ça d'un point de vue individuel aussi, sur un temps peut-être un peu plus long. Alors tout à l'heure, on a vu le taux de remplissage des sessions. Là, c'est le taux de participation. Alors on a l'impression que c'est un peu la même chose. C'est pas tout à fait pareil. Là, on ne parle plus de taux de remplissage de sessions. Donc, sur le taux de remplissage, on se ramène au nombre de places qu'il y a dans la session. Là, c'est plutôt la comparaison, en fait, on va faire un ratio entre toutes vos inscriptions et les participations réelles. Donc, ça concerne toutes les formations. Hein, c'est pas seulement pour l'interne, là, ça concerne l'interne et l'externe. Et on va regarder, par rapport, il y avait par exemple 100 inscriptions prévues, donc 100 participations prévues dans vos différentes formations, et combien ont réellement eu lieu, combien il y a eu de présence dans vos formations. Alors, pour mesurer ça, en fait, il va falloir rapprocher ça de votre taux d'absentéisme. C'est-à-dire que de base, on n'atteindra jamais 100% si on a un taux d'absentéisme de 7%. C'est obligé, déjà, on va être plafonné par cet absentéisme. Donc, typiquement, une entreprise qui a un taux d'absentéisme autour de 7% va avoir un taux de participation qui ne pourra pas excéder les 93%, ou alors de très très peu. Donc l'idée, c'est que derrière, on va comparer un petit peu ce taux de participation et à votre taux d'absentéisme, et ça va vous permettre de savoir si vous êtes très proche de votre taux d'absentéisme, c'est que vous avez un bon taux de participation. Alors pour mémoire, l'absentéisme tout motif, donc de 2018 à 2021, on peut le regarder là. Il était quand même donc de 6%, 6 ou 7% avant la pandémie Covid. Et là, il est passé de 12% en 2020, 10% en 2021, et on ne devrait pas tarder à avoir les chiffres pour 2022. Mais voilà, donc c'est des chiffres qui seront quand même assez élevés, et donc il n'est pas surprenant d'avoir des taux de participation aux sessions qui peuvent descendre en dessous des 90%. On n'a pas de questions pour l'instant. Ok. On va continuer. Allez, on continue. Encore une problématique plutôt légale cette fois. On va regarder le pourcentage de salariés n'ayant pas bénéficié d'actions de formation depuis au moins 2 ans. En fait, en réalité, la contrainte légale, c'est sur 6 ans. Donc, sur 6 ans, il vous faut impérativement que le salarié ait fait au moins une formation. Donc, si ma mémoire est bonne, vous avez une amende si vous n'avez pas rempli cette obligation. En fait, c'est pas tout à fait une amende, c'est un abondement au CPF du salarié. Donc de l'ordre de, je crois que c'est de 3 000 €, hein, si ma mémoire est bonne, mais donc voilà, donc c'est quand même quelque chose de conséquent, donc il faut le suivre. Et là, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on va regarder la couverture de vos plans de formation, en vérifiant que tous les salariés ont eu des formations sur une durée donnée. Donc voilà, donc le pourcentage d'employés formés, il doit atteindre 100% sur 6 ans. Donc ça concerne évidemment à ce moment-là que les personnes qui ont été sous contrat depuis ces 6 ans. Ok, toujours pas de... Ah, si, on a une question. Pardon. Oui. Les chiffres de l'absentéisme présentés sont-ils nationaux? Alors, c'est une bonne question, effectivement, j'ai oublié de le préciser, je suis désolé. Donc, c'est des chiffres nationaux, mais qui sont sur une analyse faite sur notre panel de clients. Donc, on ne va pas dire que ce ne sont pas des chiffres officiels nationaux, ce sont des chiffres faits sur notre panel de clients. Ça fait que plus de 10 millions de bulletins quand même analysés, donc et sur tout secteur confondu. Il n'y a pas de secteur, de limite de secteur. Voilà. Donc j'espère que ça répond à votre question.
A priori, oui, puisqu'il n'y a pas d'autres questions ou pas de mots dans le chat. Donc, Stéphanie est en train de répondre. Oui, merci, elle dit. Ok, merci pour le retour. Allez, dernier indicateur. Alors, ceux qui suivent un peu la série de webinaires, vous ne seront pas trop surpris. Mais donc ceux-là, je vous leur demande de ne pas trop répondre parce qu'on a déjà utilisé ce type d'indicateur. Comment on pourrait mesurer le taux de satisfaction des salariés vis-à-vis des formations qu'ils ont suivies, de là ou des formations qu'ils ont suivies? Quelles questions on pourrait poser? Donc, je vous demande de répondre dans le chat par rapport à ça. Donc, tous ceux qui n'ont pas trop suivi les précédents webinaires, donc on a un indicateur qu'on aime bien utiliser. Alors, on l'utilise ici, on l'utilise aussi dans les entretiens, donc par rapport à la satisfaction des salariés par rapport à l'entreprise. Donc là, on va poser la même question. Alors, ça commence à taper sur les claviers. Dès qu'on a une réponse, je te dis. Alors, voilà. Quelle question poseriez-vous aux participants d'une formation pour mesurer leur satisfaction? Bon, pas trop de réponses. Si, alors on peut poser des questions. Il y a une réponse de Catherine. Donc, on pose des questions liées à la durée, à la pédagogie du formateur, au contenu, aux outils utilisés. Ouais, alors ça, effectivement, c'est des bonnes questions qu'on pose en général dans les questionnaires de fin de formation pour mesurer effectivement, le contenu de la formation est-elle applicable immédiatement sur le terrain, et la pédagogie, l'animation, un sentiment d'avoir appris quelque chose. Effectivement, alors les questions sur la durée, la pédagogie, le contenu, les outils, effectivement, sont de très bonnes questions qu'il faut poser. Là, attention, ce qu'on vous présente là, c'est par rapport aux indicateurs. Mais il faut quand même poser ces questions en fin de formation parce que c'est important d'ajuster le tir. Donc, c'est des questions qui vont donner un retour surtout qualitatif, qui va vous permettre d'ajuster un petit peu le rythme des formations, pour certaines formations, d'ajuster de faire des corrections aussi sur les méthodes pédagogiques employées si on se rend compte que il y a eu des gros problèmes de compréhension, d'assimilation. Après, là ici, donc moi celui que je vais vous proposer, il a été mentionné par Johanna, qui est la recommanderiez-vous? Effectivement, c'est la question qu'on voulait vous proposer pour pouvoir mesurer, on va dire, un taux de satisfaction global. Ça, on va être moins qualitatif en faisant ça, parce qu'on va avoir taux de satisfaction globale, et donc on ne va pas savoir exactement en détail ce qu'il y a derrière. Par contre, ça va nous permettre de mesurer un peu la satisfaction par rapport à cette formation. On vous propose donc cette question-là, effectivement, et on va la mesurer les réponses en utilisant la méthode du Net Promoter Score qui, en prenant les réponses de 1 à 10, on répartit les réponses dans les différents groupes, dans le groupe détracteur de 0 à 6, passif de 7 à 8, et ensuite promoteur de 9 à 10. Et on applique la formule que vous avez en dessous. Donc la soustraction, pour avoir le Net Promoter Score, on va prendre le pourcentage de réponses des promoteurs, donc des 9-10, et on va soustraire le pourcentage des détracteurs. Donc on va avoir un score qui peut aller de -100 à 100. Donc tout l'enjeu, c'est d'être plutôt dans les positifs, évidemment, et d'être le plus haut possible dans les positifs, sachant que c'est quand même assez difficile d'aller à 50%. D'avoir déjà un score positif est une très bonne note, et d'avoir un score s'approchant des 50 est excellent. Voilà, donc ça vous permet de mesurer un taux de satisfaction global. Ça n'empêche pas qu'il faut poser les autres questions qui, elles, vont vous permettre justement d'aller plus dans le détail et de mesurer vraiment les éléments, enfin d'avoir des retours sur les éléments constitutifs de cette satisfaction globale. Voilà, donc on a fait le tour de ces 10 indicateurs RH.
Donc, merci à tous et à toutes pour votre participation. Alors, je passe la parole à Géraldine qui a un petit service à vous demander. Alors, effectivement, si vous avez quelques minutes devant vous, on est en train d'écrire un grand baromètre RH. Et en fait, on a besoin de l'expertise et des réponses des RH qui nous suivent pour répondre. Donc, je vous ai mis un lien sur lequel vous pouvez cliquer et vous verrez, il y a une enquête qu'on est en train de mener. Donc, si vous pouviez y répondre, ça serait top et ça nous aiderait énormément. Et on compte sortir l'enquête d'ici le mois de janvier. Donc, en participant, vous aurez les résultats en avant-première. Donc, je vous mets le lien de l'enquête. Et en fait, ça va laisser aussi le temps à Nicolas on vous propose maintenant de vous faire une démonstration de notre outil graphique. Donc, pour rappel, c'est un outil qui permet de piloter votre activité RH et donc ça vous génère automatiquement en quelques clics votre BDESE, votre index homme-femme, votre bilan social, etc. Et aussi d'avoir des tableaux de suivi de votre taux d'absentéisme, votre turnover, etc., etc. Donc, si vous voulez, on vous fait une petite démo de 10 minutes. Je pense que ça va durer 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous êtes intéressé par cette démo. Et comme ça, on continue ou on arrête en fonction de ce que vous nous dites. Alors, on a des intéressés, donc je pense que tu peux lancer la démo. Ok, donc ceux qui sont intéressés peuvent rester, hein. Il n'y a pas de souci. C'est le but. Et pour les autres, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis merci pour votre participation. Bonne journée pour ceux qui partent et on vous enverra de toute façon le replay et la présentation dans un mail d'ici quelques jours. Ok, allez, on part sur la démonstration. Alors, voilà, donc en quelques mots, graphique, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre à partir de vos DSN, de produire des indicateurs, des tableaux de bord et des rapports qui vont permettre de répondre à vos obligations légales. Alors, comment ça fonctionne? En fait, vous allez aller dans les dépôts ici. Vous allez charger vos fichiers DSN. Donc, vous cliquez sur Parcourir, vous sélectionnez les fichiers que vous voulez déposer. Hop. Vous cliquez sur Envoyer. Alors là, évidemment, ce n'est pas un fichier DSN, donc ça ne marchera pas. Mais vous cliquez sur Envoyer et les fichiers ensuite sont déposés. Vous les visualisez ici, sont déposés. Ça prend 1 minute ou 2 maxi en fonction du nombre de DSN que vous déposez. Hein. Ici, par exemple, vous pouvez les déposer par paquet de 25. Donc, vous pouvez facilement, si vous avez un seul établissement, vous déposez facilement 2 années en une seule manipulation. Voilà, donc en quelques minutes maximum. Lorsque vous avez déposé ces fichiers, en fait, directement après, vous avez accès à des tableaux de bord et des indicateurs qui sont alimentés directement avec ces données. Donc, vous allez pouvoir utiliser et visualiser ces indicateurs dans 2 types de contenus, les tableaux de bord et les rapports. Les tableaux de bord, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment votre outil de pilotage. Donc, c'est là où vous allez pouvoir voir au mois le mois vos différents indicateurs RH, absentéisme, effectif, entrée-sortie, masse salariale, tout ça, vous allez pouvoir le mesurer directement dans des tableaux de bord dédiés. Alors, non seulement vous allez pouvoir les mesurer, mais vous allez pouvoir derrière, grâce aux filtres qui sont présents là-haut, analyser ces différentes données par exemple, ici, je vais zoomer sur les CDI seulement pour avoir uniquement mes effectifs CDI en ETP, pardon. Et voilà, ça s'adapte directement. Je vais pouvoir aussi zoomer sur une partie de mes données. Donc, en cliquant, par exemple, ici, sur la tranche 45-49 ans, c'est pas forcément le plus pertinent, mais je vais avoir... Alors, ça n'a pas fonctionné sur ce tableau de bord. Hop là.
Voilà, je vais avoir le détail en bas de mes salariés. Alors ça, ce sont des données fictives, hein, mais vous aurez ici les données de vos salariés qui correspondent à la tranche que vous avez sélectionnée. Donc vous allez pouvoir analyser en détail. Si par exemple je vais sur un indicateur d'absentéisme, je vais avoir toutes mes absences ici, hein, même s'il y a un salarié qui est absent plusieurs fois, j'aurai plusieurs lignes avec les dates d'absence, les durées d'absence. Ici, je suis sur des données contractuelles, donc j'aurai la nature du contrat et les dates. Donc ça vous permet directement de raccrocher ça à aux cas réels, hein, qui sont arrivés à pouvoir analyser vraiment avec finesse les différents indicateurs. Voilà, donc vous n'êtes pas limité, évidemment, quand vous utilisez l'outil, pardon, vous n'êtes pas limité, que ce soit en nombre d'indicateurs, de tableaux de bord que vous souhaitez mettre en place pour différents publics. Vous n'êtes pas non plus limité dans les utilisateurs auxquels vous pouvez donner accès, hein, pour qu'ils aient accès à une partie ou l'autre de ces indicateurs. Donc ça me permet de faire une petite transition sur les utilisateurs. Au niveau des utilisateurs, en fait, vous allez pouvoir définir finement les droits d'accès de chacun. Donc vous pouvez donner beaucoup de détails à vos RH, donner quelque chose de beaucoup plus macro à votre, par exemple, à votre département finance, ou des tableaux de bord moins détaillés à votre direction pour qu'il y ait une vision plus globale. Voilà, donc ça, c'est vous qui décidez après derrière comment vous répartissez les droits, comment vous attribuez les droits. Vous avez ensuite un volet rapport ici qui va vous permettre de mettre en place des rapports. Donc, par exemple, une base de données économique et sociale, un bilan de l'emploi, le rapport sur l'index égalité hommes-femmes. Tout ça, ce sont des rapports que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre de communiquer en fait en externe. Donc là, on n'a plus du tout d'aspect dynamique, hein. Voilà, donc je vous montre un petit peu, ça s'ouvre comme un document et on va pouvoir parcourir le document. Un peu comme un fichier Word ou un PowerPoint que vous allez afficher avec une structure, avec des chapitres, avec du contenu que vous pouvez rajouter qui vous est propre, et qui est mixé avec des indicateurs qui, eux, sont calculés automatiquement. Et cette fois, on est sur du figé, donc c'est le concepteur du rapport qui détermine ce qu'il veut mettre dedans, et le lecteur, lui, va juste pouvoir parcourir le rapport. Et il ne verra que ce qu'on a bien voulu lui montrer. Donc pour communiquer en externe, c'est l'idéal. On a un petit sommaire ici qui nous permet de naviguer plus facilement dans le rapport et la possibilité d'exporter en PDF, d'exporter ici en PDF si on souhaite le consulter, enfin en garder une copie ou le consulter en l'imprimant. Voilà, donc ça, ce sont les deux principales fonctionnalités. Et après, vous allez avoir des modules complémentaires ici, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée derrière ces différents modules complémentaires, c'est de vous permettre d'alimenter des données qui ne sont pas présentes dans la DSN pour pouvoir les exploiter sous forme d'indicateurs, donc que ce soit la formation. Il n'y a pas de formation en DSN, donc à ce moment-là, on intègre un fichier de formation. Des entretiens, des activités, donc tout type d'absence, par exemple, hors DSN, hein, les congés enfants malades ou autres. Vos unités organisationnelles, donc tout ce qui représente vos services internes, donc tout ce qui est organisationnel interne à l'entreprise qui n'est pas dans la DSN non plus. Les travailleurs externes, donc salariés étrangers, salariés de droit étranger, hein, voilà, soit des intérimaires. Et enfin, votre accidentologie. Donc tout ça, vous pouvez le gérer au travers de ces modules complémentaires. Voilà, donc j'ai fait un tour rapide. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu des possibilités de l'outil. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors, il y en a une. Oui. Alors, je n'ai pas pris le temps de tout noter. Aurais-je la possibilité de recevoir un replay, s'il vous plaît? Mais bien sûr, aucun problème. On vous enverra le replay dans quelques jours. Et sinon, je peux vous envoyer un replay directement juste après la présentation si vraiment c'est pressé. Et vous allez tout recevoir par mail d'ici lundi, je pense, ou mardi. Oui, en général, moi, je les reçois le lundi ou le mardi. Voilà. J'ai remarqué, effectivement. On n'a pas d'autres questions
sinon, donc ça a l'air assez clair. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est mettre un petit lien Calendly au cas où certains d'entre vous voudraient aller plus loin, je ne sais pas. Oui, c'est une très bonne idée. Donc, vous avez la possibilité, si vous voulez en savoir un peu plus et poser vos questions au calme, dans un temps, avoir peut-être une démo un peu plus personnelle et poser des questions qui vous sont spécifiques. Vous pouvez prendre rendez-vous, effectivement. Je suis en train de chercher le lien. Ouais, un de nos account managers. Et après, au-delà de ça, d'ailleurs, si vous prenez rendez-vous dans le mois qui vient, vous pouvez dire que vous venez vous utilisez le code welcome 10ms, que je vais mettre ici dans le chat aussi. Donc, vous aurez 10% de réduction sur la licence. Si toutefois vous allez, vous prenez l'outil après. Voilà, donc je vous ai communiqué tout ça. Vous en faites ce que vous voulez. Vous avez le lien pour prendre rendez-vous si ça vous intéresse. Et merci. Du coup, j'en profite, mais c'est un compliment qui s'adresse à toi, Nicolas. C'est Sylvie qui nous dit que les présentations sont riches d'enseignements. Donc merci, Nicolas. Merci, c'est un retour intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas, ceux qui ont trouvé ça moins intéressant, de nous dire pourquoi. Ça nous permet d'améliorer aussi. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos retours. Merci à vous. Et puis, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Ouais. Allez, parfait. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.